Donc, bonsoir à tout le monde. Bienvenue à ce webinaire sur les semences paysannes et la transition agroécologique. Je m'appelle Christophe Rodier et puis ce soir, donc, je vais faciliter ou modérer le webinaire. Euh, et ce webinaire, en fait, il est organisé dans le cadre du mois de l'agroécologie qui est organisé par Agroécologie Europe, qui est une association, une ONG qui a été créée en 2016 et qui agit internationalement au niveau européen, qui vise à faciliter un peu la mise en réseau et les échanges entre les différents acteurs de l'agroécologie, donc les paysans, les scientifiques, les étudiants, tous les praticiens, et puis aussi les personnes qui sont impliquées dans les mouvements sociaux et politiques autour de l'agroécologie. Euh, donc, ce soir, les deux thèmes, semences paysannes et la transition agroécologique, ce sont deux thèmes qui sont vastes, mais ils ont plusieurs choses en commun. Il y a plusieurs thèmes majeurs qui circulent à travers ces thèmes-là, plusieurs enjeux majeurs comme bon, l'adaptation au changement climatique, la souveraineté alimentaire, l'autonomie paysanne et d'autres. Euh, et en fait, moi, j'ai voulu essayer de mettre en place ce webinaire parce que je trouve que dans la conversation de la transition agroécologique, on parle pas beaucoup, on parle très peu du rôle des semences paysannes et des semences paysannes. On parle d'autres thèmes, mais pas beaucoup des semences. Donc, je voulais essayer de remettre un peu ça sur l'agenda. Donc, pour vous donner une petite idée du déroulé de la soirée, euh, introduction sur l'agroécologie et les semences paysannes. Euh, pour faire en sorte de peut-être poser un cadre et donner un peu une vue d'ensemble. Mais le but du webinaire, c'est vraiment pas de rester sur cette vue d'ensemble et de discuter de ces thèmes à un niveau qui est un peu trop global. Le but, c'est de se rapprocher du terrain et des acteurs principaux et les plus essentiels dans les semences paysannes, mais aussi dans l'agroécologie, c'est-à-dire les agriculteurs eux-mêmes. Et c'est pour cela que ce soir, on a deux intervenants qui sont agriculteurs. Il y aura donc Maxime Schmitt, qui est de la Maison des semences paysannes Maralpine, basée dans la biorégion des Alpes-Maritimes, et Bruno Viennois, qui est maraîcher en Haute-Loire, avec le GREC d'Artias. Et donc après ma petite introduction, tous deux vous présenteront leur travail avec les semences paysannes, et puis tous les savoirs et savoir-faire auxquels ils ont été confrontés, qu'ils ont dû apprendre et réapprendre et qu'ils partagent dans leur travail de tous les jours, en fait. Et cette notion de partage, ça sera un peu le fil rouge du webinaire ce soir, parce qu'elle correspond à un des 13 principes de l'agroécologie. Je vais y revenir dans mon introduction. Et un de ces 13 principes, c'est la co-création de connaissances, donc l'échange et le partage des connaissances, particulièrement ce qu'on appelle les échanges horizontaux, donc d'agriculteur à agriculteur. Euh, donc après nos trois présentations, ben, on laissera place au débat. Et je souhaite vraiment que ce webinaire, la majeure partie du temps qu'on va y passer, en fait, ce sera un temps d'échange pour poser des questions et donner des réponses aussi. Donc avec toute l'audience et puis avec Maxime et Bruno. Donc, pour commencer, très brièvement, qu'est-ce que l'agroécologie? Donc, je ne peux pas vous en donner une définition parce qu'il n'y a pas de définition officielle. Il y a une sorte de variété de compréhension qui existe. C'est parce qu'elle est vraiment multidimensionnelle et elle a plus de sens à être amenée au niveau local que dans une pensée un peu globale. Et souvent, elle est décrite comme un ensemble de trois choses. La première, c'est une science des écosystèmes agricoles qui s'appuie tout d'abord sur des savoir-faire paysans et traditionnels qui existent déjà. C'est aussi un ensemble de principes et de pratiques agricoles, euh, des pratiques qui sont respectueuses de l'environnement et qui s'inspirent des lois de la nature. Et enfin, c'est un mouvement social et politique donc, pour la défense de ces systèmes agricoles et de systèmes agricoles et alimentaires qui sont équitables.
pour moi, l'agroécologie, en fait, elle va plus loin que l'agriculture biologique. Bon, déjà, elle n'est pas labellisée, mais elle va plus loin parce qu'elle met en avant des questions non seulement d'agronomie, mais des questions de souveraineté, de sécurité alimentaire, d'autonomie des agricultrices et des agriculteurs, de biodiversité et d'équité. Et parfois, l'agriculture biologique pêche un peu sur ces thèmes-là. Au niveau des pratiques agricoles, c'est une approche qui est très spécifique à sa ferme et à son territoire. En fait, ce sont des approches même qui sont adaptables et développées en fonction des spécificités d'une ferme et d'un territoire. Il n'y a pas une solution qui s'applique à tout le monde. Comme il n'y a pas de définition officielle, on s'appuie souvent sur des piliers ou des principes de l'agroécologie. L'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies avait établi une liste de 10 piliers il y a quelques années. Ça a été plus ou moins mis à jour par un groupe d'experts sur la sécurité alimentaire et la nutrition plus récemment, en 2021, qui a publié 13 principes qui sont énumérés ici. Bon, je ne vais pas les citer tous, qui ont beaucoup de points en commun avec les 10 piliers qui avaient été décrits par la FAO. Quand on parle d'agroécologie, au-delà de ces principes, il y a souvent certaines pratiques agricoles, certaines pratiques agronomiques qui sont les plus connues, comme la réduction des intrants et de la fertilisation avec les produits de synthèse, l'arrêt ou une forte réduction du travail du sol, l'utilisation du paillage, des engrais verts, des choses comme ça, la rotation des cultures aussi. Puis il y a aussi des systèmes dont on parle beaucoup, systèmes agricoles de polyculture-élevage, donc sorte de la coexistence de fermes où il y a à la fois de l'élevage et des cultures de végétaux, et puis l'agroforesterie. Mais ça, c'est des pratiques sur lesquelles qui sont souvent mises en lumière, mais ça ne représente pas l'agroécologie dans son ensemble. Et souvent, ce qui est essentiel aussi pour l'agroécologie, c'est de ne pas prendre une pratique en isolation et de se dire on fait de l'agroécologie. C'est vraiment une vue d'ensemble et c'est des pratiques qui fonctionnent en lien et en synergie au sein d'un même système. Pour ce qui est des semences paysannes, la biodiversité cultivée, Maxime et Bruno vous en parleront plus en détail, mais souvent les semences paysannes, c'est des semences locales ou localement adaptées, qui ont une histoire paysanne et des savoir-faire spécifiques, c'est-à-dire qu'ils ont été cultivés et gardés et développés par les paysans eux-mêmes. Sont souvent des semences qui sont décrites comme rustiques et peu exigeantes en intrants, qui sont libres de droits de propriété et qui donc sont sélectionnés directement dans les fermes et dans les jardins qui sont menés en agriculture paysanne ou en agriculture biologique ou biodynamique. Ce qui les caractérise, je pense principalement, c'est vraiment une diversité qui existe au sein de ces semences et une diversité génétique au sein des mêmes variétés. Et donc là, on parle de populations de plantes qui sont diverses et qui varient. Et c'est ce qui les rend adaptables au terroir, aux pratiques paysannes, pratiques que les personnes qui utilisent ces semences utilisent tous les jours, et aussi adaptables au changement climatique qui se manifeste de différentes manières dans différents terroirs, différentes géographies. La biodiversité cultivée, quand on parle de biodiversité, on parle souvent des milliers de plantes et d'animaux qui existent, dont certains sont en voie d'extinction et qu'il faut protéger. Mais on parle aussi il n'y a pas besoin de parler que de plantes et d'animaux exotiques. C'est aussi la biodiversité qui existe dans les champs et les jardins à côté de chez nous. C'est un patrimoine cultivé, en fait, que ce soit des légumes, des céréales, des fruits ou des fleurs. C'est ce qui pousse autour de nous. Et donc, j'ai parlé de certains termes autour des semences paysannes et de la transition agroécologique. Et il y a certains thèmes qui reviennent dans les deux, et c'est pour ça que je pense qu'il y a plusieurs caractéristiques de ces deux thèmes-là qui sont vraiment très liés et qui se chevauchent aussi. Donc, les semences paysannes se chevauchent avec plusieurs principes de l'agroécologie. Par exemple, l'adaptabilité au contexte local et la diversité, la diversité est vraiment au cœur non seulement des semences paysannes, mais de la transition agroécologique. L'autonomie paysanne aussi est un thème essentiel. Ça passe par la réappropriation des savoirs et des savoir-faire qui existaient et qui existent. Il y a aussi la co-création de connaissances. Beaucoup d'échanges sont nécessaires pour travailler avec les semences paysannes, mais aussi
dans la transition agroécologique. Et puis toutes les valeurs humaines et sociales et les cultures et les traditions qui existent autour, autour de la nourriture et bon, des semences paysannes qui sont à la base de la nourriture que l'on consomme. Donc, voilà pour l'introduction. Juste pour sorte de mettre en place un cadre et avoir une petite vue d'ensemble. Maintenant, je vais passer la parole à Maxime qui va vous parler plus en détail des semences paysannes et de son expérience de travail avec celles-ci. T'es muté, Maxime. Tu peux enlever le partage d'écran, s'il te plaît? Ouais. Comme ça, on se voit mieux déjà. C'est parti. Voilà. Merci. Bon, bonjour à tout le monde. Du coup, je m'appelle Maxime et je suis oléiculteur. Je fais de l'huile d'olive en Italie, en Ligurie, pas très loin de Nice, dans la région qu'on appelle Maralpine, des Alpes-Maritimes, dans le sud-est de la France. Aujourd'hui, je représente un collectif qui s'appelle la Maison des semences paysannes Maralpine. Et donc, je vais vous raconter brièvement quelles sont les différentes actions, les piliers de notre association qui vont décrire différents axes de travail dans un objectif, la réappropriation des semences paysannes par les paysans pour un but alimentaire. Notre premier travail historique d'il y a 5-6 ans a été de mettre en place déjà un réseau entre pairs, PAIR, entre praticiens qui avaient à cœur de travailler sur le sujet. La première thématique a été de faire un appel auprès de tous les paysans, paysannes, mais également les jardiniers, les chefs cuisiniers, les chercheurs, les sociologues, tous ceux qui avaient un intérêt de parler d'alimentation avec un regard qui allait jusqu'à l'origine de celle-ci par la graine. On s'est tous réunis dans les Alpes-Maritimes afin de déjà comprendre quel était notre commun. Quelque chose dans ce que tu as décrit, Christophe, de la définition des semences paysannes qui me semble essentielle et qui, selon ce regard-là, donne beaucoup dans la définition de qui nous sommes en tant qu'association, c'est ce mot-là, le mot commun. Cette réappropriation du sens du commun et de considérer les semences paysannes comme un commun, comme quelque chose qui n'appartient à aucun de nous, mais dont nous sommes tous responsables. Quelque chose qui ne peut pas être approprié, mais sur lequel nous devons savoir le gérer et nous devons ensemble définir des règles d'usage permettant le développement et la pérennité de celle-ci. Sur cette base de ce commun, nous avons commencé à penser quelle était notre vision commune autour de l'agroécologie paysanne basée sur des semences paysannes. Notre territoire, il est très représentatif du maraîchage biodiversifié sur petite surface. On vit dans un territoire dont la contrainte de base est la pente, dans lequel il y a très peu de grands champs, très peu de gros tracteurs, et quelque part, avec un peu de chance, très peu je ne parle pas de la Côte d'Azur, hein, je parle de l'arrière-pays, des montagnes, des vallées, des Alpes-Maritimes, dans lequel nous avons encore la chance d'avoir des lieux de résistance du point de vue de la biodiversité cultivée, avec encore quelques rares personnes qui cultivent des variétés locales. C'est de ce point de départ-là, avec le constat que j'imagine tout le monde connaît en étant ici, des 75% de la biodiversité cultivée qui aurait disparu dans les 50 dernières années, sachant que même dans les Alpes-Maritimes, on n'est pas du tout épargné sur le sujet, loin s'en faut. Et donc, nous commençons par faire un premier pilier qui est autour de la prospection et la collecte. Concrètement, partir dans les villages, dans les montagnes, à la rencontre des anciens et aller à la recherche du patrimoine encore vivant, qui est encore là, encore cultivé dans les champs, ou même parfois plutôt dans un frigo, dans un tiroir. À partir de ça, nous avons commencé à développer ce qu'on pourrait appeler le mot banque de semences. Je mets des gros guillemets parce que notre langage influe énormément notre pensée et donc notre vision de ce commun, le mot banque faisant parfois
le mot qu'on utilise, mais qui n'est pas forcément satisfaisant pour ce que l'on veut dire lorsque l'on va récupérer ces semences, parce qu'on a un objectif de les conserver, ce qu'on dit in situ, vivantes. Une fois qu'on récupère ces semences, on fait aussi surtout un travail de récupération des savoir-faire, des histoires, des recettes, des traditions, tout ce patrimoine immatériel qui va de façon intrinsèque avec le patrimoine génétique récupéré lorsqu'on récupère juste la graine, de comprendre tout ce qui se cache derrière. Et sans ça, nos variétés n'ont pas de valeur ou que très peu de valeur si nous n'avons pas les connaissances qui vont avec la dimension immatérielle. Ça passe par du temps, de la rencontre, de la prise de notes, des vidéos, des enregistrements qui sont ensuite mis dans des bases de données pour déjà conserver cette valeur-là existante. Pour dire, on fait pas juste, c'est pas juste pour le romantisme d'aller chercher ce genre de variété, hein, c'est vraiment au quotidien qu'on a des histoires de personnes, quand on commence à parler de ce sujet des semences paysannes, qui nous disent « Mais si j'avais su, quand papy est mort, j'aurais pas balancé toutes les semences qu'il y avait dans le tiroir. » Ça reste un vrai drame quotidien, cette disparition, et l'urgence est vraiment là, c'est d'aller chercher ces variétés encore existantes. Au-delà de ça, on va chercher parfois des variétés simplement qu'on cultive beaucoup, genre le potimarron, la butternut, la tomate cœur de bœuf, elles n'ont rien d'origine des Alpes-Maritimes. Mais peu importe, beaucoup de maralpins, maralpines, les habitants d'ici mangent énormément de ces courges-là, et donc on a un vrai besoin également d'être autonome sur ces variétés-là, et donc d'aller à la recherche des meilleures souches, parce qu'il y a potimarron et potimarron, butternut et butternut. Et donc, c'est à nous aussi d'aller à la rencontre de ceux qui maintiennent des souches de qualité sur ces variétés-là. À partir de ça, ça constitue notre premier pilier, prospection et collecte. Maintenant, vu que notre but, ce n'est pas du tout d'être un conservatoire de semences qui aurait pour faire une photographie de voilà comment on est en 2021, l'idée étant plutôt de faire vivre ces semences paysannes-là. C'est pour ça que dans notre vocabulaire, on n'utilise jamais le mot semences anciennes, parce qu'on parle vraiment de semences paysannes cultivées dans notre pays, dans notre territoire, maintenant, actuellement. Ce qui nous amène à notre deuxième pilier, qui va être la multiplication in situ. Donc là, c'est l'organisation d'un collectif pour s'assurer du maintien et du développement de ces variétés que nous avons collectées. Pour ça, nous avons actuellement un réseau d'une trentaine d'agriculteurs, agricultrices, quelques jardiniers amateurs, qui prennent sous leur aile, sous leur responsabilité, une ou deux variétés. Nous avons fait le choix exprès de prendre que peu de diversité dans chacun des champs. Chaque agriculteur fait les semences qu'il veut, évidemment, mais pour répartir la charge de travail, nous avons choisi de se concentrer sur une ou deux variétés pour faire de la semence de qualité professionnelle. Ça, c'est l'objectif. Nous avons un objectif alimentaire avec notre association, et donc pour cela, nous avons besoin de s'assurer que les paysans qui vont multiplier ces variétés sachent le faire, ne les croisent pas avec n'importe quelle autre variété, et sont capables d'en faire de la quantité avec la qualité germinative qui va avec, pour ensuite pouvoir les mettre sur la table des échanges annuels que nous faisons, et donc là de les répartir entre les besoins des autres paysans. Parce qu'il est beaucoup plus facile sur les semences paysannes de faire de la quantité d'une variété que un petit peu de beaucoup de variétés en termes de croisement, d'organisation, de charge mentale dans l'année de production. Ce réseau-là fait ce maintien. Okay, ce qui nous amène à un troisième pilier qui va être celui de l'évolution de ces semences-là, pour ne pas avoir non plus un regard fixiste en se disant la courge longue de Nice, la courgette longue de Nice, elle est censée être comme ça, et c'est tout, c'est stable. C'est se dire la biodiversité cultivée est en perpétuelle évolution depuis 10 000 ans, et nous souhaitons, nous, en tant que collectif, s'inscrire dans cette coévolution et continuer à porter notre regard sur ces variétés et faire les choix pertinents de ce qu'on appelle la sélection. Pour cela, nous avons un besoin fondamental qui est celui de la formation. C'est pour ça que nous organisons d'une part des journées dédiées à une espèce avec des experts de cette espèce pour que l'ensemble du collectif puisse monter en compétence sur la multiplication de cette tomate, ce maïs ou cet oignon, et de savoir comment les faire de qualité professionnelle avec tous les enjeux.
Et on n'a jamais trop de 8 heures pour savoir comment faire de la bonne graine d'un bon oignon. Ça, c'est une des bases pour le mot nécessaire, le commun qu'on a dans notre collectif, c'est la confiance. On s'est rendu compte, c'est un mot transversal à tous nos piliers, c'est de se dire comment est-ce qu'on se fait confiance entre producteurs pour que mon année de production, mon économie familiale dépende de la semence que m'a donnée quelqu'un d'autre. Et pour cela, la formation est un des piliers, notamment celui d'être tous ensemble chez celui qui multiplie l'oignon. J'apprends à multiplier l'oignon, mais moi, je suis responsable du maïs. Pour autant, j'étais chez celui qui a multiplié l'oignon, je sais dans quelles conditions il les fait, et donc j'ai plus confiance de les récupérer l'année prochaine et de les mettre dans mon champ pour en faire de la production. Cette formation, parfois, on se rendait compte qu'elle ne suffisait pas à la mise en pratique dans les champs de la sélection amélioratrice. C'est pour cela que nous avons monté des projets avec des groupes de recherche, notamment le GRAB, groupe de recherche en agriculture biologique, qui était basé à Avignon, dans notre coin, et qui donc nous accompagne plusieurs fois par an sur un petit groupe de ces paysans qui souhaitent vraiment aller dans l'amélioration des variétés, avec des protocoles, avec des marquages, avec des pollinisations s'il le faut, mais pour se retrouver les outils dans les champs et une sélection amélioratrice qui soit au service des agriculteurs et au service des paysans, ce qui parfois n'a pas été le cas lorsque l'amélioration génétique a été faite uniquement par l'INRA avec des objectifs industriels qui aujourd'hui ne correspondent pas à nos besoins de production agroécologique. Ce troisième pilier d'amélioration nous amène à un pilier d'élargissement, c'est de se dire que même si demain on fait nos semences, on est 40, 50, c'est très bien, mais ce n'est pas ça qui va changer le projet alimentaire du territoire. C'est pour ça que nous avons décidé de faire intervenir des chercheuses en recherche sociologique pour comprendre quelles seraient les pistes qui nous permettraient de lever les freins à la transition vers les semences paysannes dans les modèles agroécologiques. Avec l'Université catholique de Louvain, avec Philippe Barré et Clémentine Antier, de cette unité de recherche, nous faisons cette étude-là qui nous permet de se rendre compte que parfois, c'est des points de blocage auxquels on n'avait pas forcément pensé, comme celui, par exemple, de la formation, mais historique des paysans, de savoir pourquoi est-ce que tout le monde pense que les paysans pensent que les semences paysannes sont peu productives, par exemple. Et donc, c'est sur ce fait-là que nous avons commencé à aller dans les lycées agricoles, dans le cadre des BPREA, les brevets professionnels qui forment les responsables d'exploitation agricole, comme on dit, et de là, de créer finalement des sections pour former les futurs agriculteurs à la production de semences paysannes. Un de ces aspects que nous avons creusé depuis ces quelques années et qui nous amène à vouloir l'élargir aussi au grand public, parce que derrière, nous avons besoin également des consommateurs pour changer de paradigme de façon globale et profonde. Pour ça, nous pensons en mode filière, de la graine à l'assiette, puis à la graine, hein, évidemment. Et donc, pour cela, nous créons des partenariats avec des associations nationales, internationales, avec le réseau Semences Paysannes Nationales, avec l'association Sol, par exemple, avec l'Agribio 06, les producteurs biologiques des Alpes-Maritimes, les AMAP, les réseaux de distribution comme Biocop, qui nous soutiennent dans cette démarche de réintroduction de légumes issus de semences paysannes en quantité accessible à tous. Et par le dernier point qui va être la partie élargissement en créant des espaces festifs pour communiquer l'importance des semences paysannes. C'est ce que nous faisons par exemple samedi prochain, ici dans la vallée de la Roya, dans les Alpes-Maritimes, où nous faisons des fêtes des semences paysannes, pour inviter le public à venir et sous l'angle festif et joyeux, échanger des semences, écouter des conférences, des tables rondes, des projections de films, parfois à travers le théâtre, à travers l'art, à travers d'autres aspects, on peut surprendre les citoyens à s'intéresser à leur alimentation et qu'est-ce qui se cache derrière tout ce qu'ils mangent? Des semences. Voilà les objectifs principaux de notre association. Ok, merci. Merci beaucoup, Maxime. On va passer la parole à Bruno.
Juste avant ça, je veux vous rappeler que, donc après on aura un temps d'échange où vous pouvez poser des questions. N'hésitez pas à, désormais, si vous avez déjà des questions, à les écrire dans le chat qui est disponible avec Zoom. Et puis nous, on les relaiera après. Je vais repartager mon écran. Et puis Bruno, c'est à toi. Tu me dis juste quand tu veux que je change de diapo et puis je le fais pour toi. Vas-y. Donc bonjour, Bruno Viennois, donc je suis maraîcher sous mention Nature et Progrès en Haute-Loire, sur une ferme qui fait 3 hectares et sur laquelle on travaille à 4 depuis une dizaine d'années. Et donc qui dit Nature et Progrès dit agroécologie paysanne, et donc la production, l'autoproduction de semences fait partie d'un des axes, d'un des curseurs sur lesquels on essaye d'appuyer pour se rapprocher de cette agroécologie paysanne, mais parmi d'autres, on travaille, on fait une partie des travaux en traction animale, on produit une partie de notre terreau, on fait nos plants, enfin mais on a fait des choses, comment dire, de manière très progressive au fur et à mesure des années et puis on est encore en constante recherche de choses sur lesquelles on peut s'améliorer. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de lister un petit peu les leviers qui déclenchaient chez nous, on va dire, la pulsion de produire ou non des semences. C'est-à-dire qu'il y a les catalogues sont assez riches de semences qu'on peut utiliser en agriculture biologique, et il y a un certain nombre de plantes pour lesquelles, ou de variétés pour lesquelles on se dit qu'on n'a pas d'intérêt particulier à les produire nous-mêmes, parce que la semence est disponible facilement, en grande quantité, qu'on trouve des variétés qui nous plaisent dans le commerce, ou qu'il y a une complexité particulière de la production de certaines espèces au niveau de la semence, qui fait qu'il faut vraiment qu'il y ait une raison particulière. Donc, parmi les leviers que j'ai identifiés sur ma ferme, alors ça n'a aucune valeur universelle, hein, je pense que vous posez la question à n'importe quel agriculteur, il ne va pas vous lister les mêmes choses dans les moteurs un petit peu du fait de produire des semences. Donc, ce qui nous touche un petit peu, c'est le fait de pouvoir adapter des variétés à sa ferme, notamment. Donc, pour reprendre l'expression de Maxime, de continuer la coévolution entre les hommes et les plantes cultivées, c'est quelque chose de passionnant, hein, de voir une variété se transformer sur plusieurs années en étant cultivée dans les mêmes champs, avec des contraintes de climat, de pratiques culturelles qui sont propres à chaque ferme. Donc sur 10 ans, on a un recul et on voit vraiment qu'il y a des plantes qui se transforment. Le simple fait de passer ce cycle de la graine à la graine. Et également, le fait de faire ces semences, ça permet d'accéder à un choix variétal qui est beaucoup plus large que ce qu'on pourrait trouver dans le commerce. Et là, je pense notamment aux variétés locales, et ça nous est arrivé, nous, d'avoir vraiment des gens qui viennent nous voir sur le marché, qui connaissent un petit peu notre approche et qui viennent avec un paquet de graines. Voilà, ça c'est la variété du grand-père, c'est la variété du village, et donc c'est quelque chose qu'on reçoit comme un cadeau, et donc on teste, et puis effectivement il y a un certain nombre d'entre elles qui s'avèrent être intéressantes d'un point de vue commercial, puisque on a une activité commerciale et il ne s'agit pas de se mettre en danger économiquement. D'autres moins, mais d'autres qui valent le coup d'être multipliées et peut-être remises dans un circuit d'échange de graines entre amateurs. Et elles vont avoir un passage beaucoup plus transitoire sur notre ferme. Ça permet aussi, ou c'est aussi souvent des amis qui partent en voyage, qui reviennent avec des
des graines de là où ils sont partis et qui pensent à nous en disant bah tiens, j'ai ramené ça. Et donc du coup, on essaye de garder la curiosité, d'essayer un petit peu les choses qui nous viennent comme ça. Et donc on a souvent des bonnes surprises. Et donc il y a un objectif pour moi qui est essentiel. C'est le premier, c'est en fait c'est se faire plaisir en le faisant. On renoue avec une dimension supplémentaire dans le métier de maraîcher. On redécouvre des plantes à des stades de leur cycle végétatif qu'on n'a pas l'habitude de voir quand on les cultive que jusqu'au moment où elles vont pouvoir avoir une exploitation commerciale, si je puis employer la formule. Donc ça permet de redécouvrir vraiment des plantes qui ont un cycle de reproduction qui n'est pas concomitant avec le moment où elles sont vendues. Ça permet également de faire des économies substantielles. Alors, ce n'est pas forcément le cas sur toutes les espèces qu'on multiplie, mais là, si je prends l'exemple par exemple, les fabacées, tout ce qui est haricots, fèves, il y a des variétés où donc on va se situer facilement entre 20 et 30 euros le kilo de semences en bio. Et en fait, les impératifs techniques qui sont concomitants de faire la graine de ces variétés ne sont pas énormes. Il n'y a pas beaucoup de distance d'isolement à respecter. C'est relativement simple, le tri, le battage, parce que la graine, elle a une taille et une densité qui sont très différentes des enveloppes du fruit et des impuretés qui peuvent être récoltées au moment du battage. Donc au final, voilà, pour nous, on juge que c'est très rentable de faire nos semences de haricots, par exemple, quoi. Ça permet aussi donc de faire ces semences, évidemment, d'être moins dépendant des semenciers, donc avec un peu les préoccupations qu'on peut avoir en tant que paysan, d'avoir l'impression d'être un peu dans des assembleurs dans une chaîne de montage, hein, d'être juste des opérateurs au milieu de quelque chose qui nous dépasse et sur lequel on n'a pas de prise. Là, du coup, on reboucle une boucle qui était plus fermée, et donc on baisse notre niveau de dépendance vis-à-vis de filières où on ne cautionne pas toujours forcément la manière dont elles sont structurées. Donc bien évidemment, il y a des petites choses à acquérir en termes de savoir-faire pour produire des semences. Après, il existe des livres maintenant qui sont relativement accessibles, qui font un petit peu le tour au niveau semences potagères des éléments de base à avoir. Alors bon, c'est très bien d'approfondir aussi, et je pense que c'est même essentiel au travers de stages. Voilà. Donc il y a le livre que présente Maxime là, à l'écran, notamment. Il en existe d'autres. Moi, je recommanderais par exemple un livre de Christian Bouet là, qui est un producteur du Biogerme, dont j'ai oublié le titre, mais qui est relativement compact et où on balaye un petit peu le sujet de manière qualitative. Il existe des stages, donc comme dans les Alpes-Maritimes, un petit peu partout en France. Il ne faut pas hésiter à s'inscrire parce que c'est vraiment l'occasion d'approfondir et puis de faire part de ces interrogations avec d'autres. Voilà. Et surtout par rapport au savoir-faire, il ne faut vraiment pas oublier une chose, c'est que les gens qui, depuis 10 000 ans, les paysans, les jardiniers qui ont fait passer des plantes sauvages qui étaient pas comestibles, voire toxiques pour un certain nombre d'entre elles, au statut de plantes comestibles, et après toute la diversification, tout le travail de diversification qu'il y a eu, qui a créé à partir de ces plantes comestibles toute la richesse variétale qu'on a, il ne faut pas oublier que ces gens savaient ni lire ni écrire, que personne connaissait la génétique mendélienne, etc. Donc il ne faut pas se sentir, en infériorité intellectuelle ou pas en capacité de s'intéresser à ce sujet parce qu'on trouverait ça trop complexe ou parce qu'on a des études agricoles qui nous auraient persuadé que c'est un autre métier et que c'est un travail de spécialiste. Ça, c'est vraiment une idée qu'il faut battre en brèche, c'est important. Ce travail de coévolution entre les plantes cultivées et les hommes depuis 10 000 ans,
on est légitime pour continuer à le faire du moment qu'on est paysan ou jardinier. Après, l'intendance suivra, on se forme, on cherche de la littérature. En tout cas, c'est important de pouvoir s'autoriser à le faire à l'heure actuelle, d'autant plus compte tenu des enjeux de souveraineté alimentaire, de changement climatique, etc., qui font qu'on a besoin encore plus fortement d'avoir des choses qui sont adaptées à nos champs et à nos assiettes. Et donc, je voulais aussi rapidement parler d'un des leviers qui me fait, à titre personnel, produire un certain nombre de semences. Ça fait partie aussi de l'amusement, c'est de se dire qu'on peut s'autoriser aussi à créer des variétés sur sa ferme. Pourquoi pas? Et souvent, ça arrive un peu tout seul parce qu'on multiplie une variété de laitue et puis on n'a pas respecté tout à fait la distance d'isolement entre deux variétés différentes. Ou alors on l'a fait, mais les conditions météorologiques ont fait que la fleur avait une propension un peu plus forte à faire de la pollinisation croisée, et donc on se retrouve avec une hybridation spontanée. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On peut effectivement le mettre au feu, ou alors on peut se dire je sème et puis je vois ce qui se passe, et on peut s'exposer à avoir de très belles surprises ce faisant. Et puis après, il y a des techniques d'hybridation manuelle qui commencent un peu à se refaire connaître dans les réseaux de semences paysannes. Donc voilà, c'est un émerveillement permanent tous les ans de jouer un petit peu avec ça, et c'est aussi comme ça qu'on peut avoir des variétés qui sont adaptées à nos fermes, pas seulement avec la sélection amélioratrice qu'on pourrait faire à partir de variétés population, aussi en faisant un brassage génétique beaucoup plus vaste par l'hybridation. Diapo suivante. Donc, une question qu'on peut se poser en tant que paysan quand on a le souhait de produire des semences, c'est de dire comment ça va pouvoir s'articuler tout ça avec le fonctionnement de ma ferme. Donc moi, je peux vous parler que ce que je connais un petit peu, c'est une ferme maraîchère. Déjà, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est qu'on a besoin de produire ses plants si on veut pouvoir produire ses semences. On a besoin de connaître l'origine génétique de ce qu'on cultive, donc le schéma de sélection, dans le meilleur des cas, mais au moins, si on achète des semences, qu'elles aient une provenance qui ait une certaine fiabilité, pour pas se retrouver avec quelque chose qui n'a pas beaucoup d'intérêt à être multiplié parce qu'il n'a pas de capacité à s'adapter, ou dans le pire des cas, qu'il soit un hybride et qui nous donne une descendance qui soit pas du tout intéressante. Donc ça présuppose de produire ces plants. Il faut prendre en compte, on se rajoute une petite couche de complexité pour un certain nombre de plantes qui ont un cycle végétatif qui est plus long que celui de l'exploitation commerciale. Donc c'est la petite photo qui est en bas de la diapo, où vous avez une planche de porte-graines de laitue, ou donc des blocs de différentes variétés qui sont séparés par une distance minimum de 2 mètres. Alors après, c'est mieux d'avoir une distance plus large. Mais du coup, c'est les variétés de laitue que je choisis de reproduire tous les ans, et donc je sais par avance qu'elles vont avoir un cycle végétatif plus long pour qu'elles puissent monter en graines. Je vais les mettre plutôt en bordure de parcelle, ce qui me permet de libérer la partie médiane de ma parcelle et de passer à autre chose dans ma rotation. Et donc du coup, elles ne vont pas constituer quelque chose de problématique autour duquel il va falloir tourner pendant plusieurs mois, ou qui vont louper un semis d'engrais vert ou un arrosage, ou qui vont prendre un arrosage de trop parce qu'elles sont en plein milieu de choses qui ont besoin d'être arrosées. Voilà, ça s'anticipe un tout petit peu, c'est pas très compliqué. Il faut respecter, bien sûr, on parlait de distance d'isolement. Donc ça, dans votre assolement, quand vous le faites en début de saison, en cours d'hiver, si vous voulez par exemple reproduire une courge musquée, et que vous avez prévu de faire des courges dans 2 parcelles différentes, on pourrait imaginer par exemple que vous fassiez
votre variété de courge musquée pour la semence au milieu de tous vos potirons, tous vos cucurbita maxima, potirons, potimarrons, dans une des parcelles, et que ça soit la seule courge musquée que vous fassiez, par exemple, de la longue de Nice dont parlait Maxime tout à l'heure, ce qui vous permet de vous affranchir d'un certain nombre de questions relatives à l'isolement pollinique, dans la mesure où vos champs ils sont distants de plusieurs centaines de mètres, de plus de 400 mètres. Voilà, ça peut être fait assez simplement. Et pour certaines plantes, je dirais qu'on a aussi besoin d'avoir une micro-parcelle qui ne serve qu'à la culture de certains porte-graines. Et là, je pense notamment à tous les légumes racines qu'on a besoin de sortir au moment de la récolte, de replanter dans un endroit particulier pour pouvoir les avoir un peu sous les yeux, les tutorer au bon moment pour pas qu'il y ait de l'averse, pour tout ce qui est brassicacées, les navets par exemple, les radis, enfin les navets plutôt, de surveiller le moment où la graine elle est mûre pour pas que le fruit s'ouvre et que la récolte soit par terre. Donc ça peut être un endroit par exemple si vous êtes maraîcher, pas très loin de vos serres, si vous avez quelque chose qui fait 100, 200 mètres carrés où il n'y a pas un intérêt délirant à faire une culture commerciale, mais ça peut être intéressant d'avoir ce genre de plantes sous les yeux. Ça implique aussi, par rapport au fonctionnement de la ferme, d'avoir une traçabilité parfaite du semis à l'ensachage, donc de la graine à la graine. C'est d'autant plus important, donc qui couvre toutes les étapes de production de plants, repiquage, de savoir qu'est-ce qui est où, de ne pas se mélanger les pinceaux. Ça peut passer par le fait d'avoir un plan de parcelle aussi, et c'est d'autant plus important quand on ne travaille pas tout seul. Donc moi, par exemple, on est 4 sur ma ferme, quand je fais quelque chose, il faut que ce soit lisible pour les 3 autres, c'est impératif. Mais il faut pas, c'est valable aussi si on est tout seul, parce que sur l'échelle d'une saison, il ne faut pas se faire confiance à soi-même. Au bout de quelques mois, quelques semaines, on a oublié ce qu'on avait fait. Donc si on n'a pas étiqueté un bloc de porte-graines avec le nom de la variété, un porte-graine de laitue ressemble à un autre porte-graine de laitue, on n'est plus capable de dire qu'est-ce que c'était comme Batavia, on ne se rappelle plus de rien, donc c'est dommage, on a fait le travail, mais au dernier moment, on ne va pas pouvoir mettre le bon nom sur le sachet de graines, donc ça, on peut se l'éviter avec un petit peu de rigueur sur l'étiquetage, quoi, voilà. Il faut pas, voilà, la petite couche de complexité que ça peut rajouter, c'est que suivant les espèces, on va avoir le moment de la récolte qui va être étalé à enfin, ça va être des moments très différents. Donc, par exemple, les tomates, ça va être concomitant avec le moment de la récolte. Donc, on va récolter des semences. Ça peut être fait presque en même temps qu'un jour de récolte, parce qu'on passe dans les rangs de tomates. Donc, c'est là qu'on voit les tomates qui sont mûres. Donc, on peut avoir une petite alerte dans la culture de tomates sur certains plants où on veut particulièrement récolter des tomates. Ça va être en toute fin d'hiver, par exemple, sur des courges où on veut un peu garder les graines de courges qui se gardent le plus longtemps. Souvent, c'est un peu ce qu'on demande à une courge, la conservation. Donc, ça va être au moment où on vend à la coupe au marché une courge musquée, par exemple, de Provence. Et ben, on va avoir un petit bol pour récupérer les graines de cette courge qu'on avait identifiée comme se gardant bien en fin d'hiver. Et ça va être voilà, au mi-août, par exemple, pour les laitues. Donc, c'est à des moments de l'année vraiment très différents, suivant l'espèce concernée. Voilà, c'est sur des temps qui sont assez courts. Ça ne représente pas une surcharge de travail énorme. C'est très peu d'heures, en fait, sur une saison, hein, la production de semences en maraîchage. Alors, ça dépend à l'échelle à laquelle on fait, mais je parle d'un maraîchage diversifié où on ferait un certain nombre de variétés, mais pas la majorité. C'est pas beaucoup d'heures de travail supplémentaires. Et ça nécessite aussi d'acquérir un petit peu de matériel, mais ça reste très basique. Moi, je crois que je dois avoir l'équivalent de 30 € de matériel, des tamis de vide-grenier, quelques bidons, quelques bâches, on m'a donné un vieux vanoir à céréales que j'ai transformé avec du grillage à poules, enfin des grilles différentes pour pouvoir passer des graines plus grosses. Mais voilà, dans un premier temps en tout cas, ou à une échelle individuelle, ça ne demande pas d'être plus équipé de ça. Et après, des maraîchers qui se mettraient à plusieurs, et ce qui me paraît d'être totalement cohérent,
parce que vous allez voir que vous allez vous retrouver avec des quantités assez délirantes de semences pour garder comment dire, une bonne santé génétique de vos souches. Ça vous demande d'avoir un nombre d'individus important pour les plantes qui se reproduisent par pollinisation croisée en particulier. Et donc, vous avez de quoi en donner à un certain nombre de collègues. Donc là, a priori, quand on est plusieurs, on peut investir dans du matériel un peu plus performant, une trieuse à colonne, mais voilà, pour commencer, on n'est pas obligé d'en aller là. Voilà, diapo suivante. Merci Christophe. Ouais. Est-ce que tu pourrais essayer de conclure rapidement pour qu'on puisse passer aux questions peut-être? D'accord, très bien. Ouais. Donc ça, vous trouverez dans n'importe quel bouquin de semences. C'était juste pour voilà, dire qu'il va falloir faire attention à un certain nombre de choses, mais ça, vous le trouverez dans un bouquin, donc on ne va pas aller plus loin là-dessus, et puis je laisse la place aux questions. Et ça aussi, on en parlera si jamais il y a besoin de parler de la laitue. Mais... Ok. Eh bien, merci bien pour ce partage d'expérience. On peut passer aux questions maintenant. Il y en a quelques-unes dans le chat déjà. Donc, n'hésitez pas à en inscrire plus. Si vous voulez aussi poser vos questions de vive voix, eh ben, n'hésitez pas à activer votre caméra et puis votre micro, et puis vous pouvez poser vos questions directement comme ça. La première question qui avait été posée, c'est par Alessandra, qui trouve donc l'aspect des croyances sur la productivité dont tu as parlé, Maxime, très intéressant. Et elle voulait savoir s'il y a certaines études ou données à ce propos qui existent. Alors, des études qui auraient vocation internationale, non, de fait, parce que ça va dépendre de beaucoup de circonstances. Ce que l'on a, c'est des exemples. Ce qu'on a, c'est des cas concrets dans lesquels cette croyance sur la productivité, parfois, est même inversée. On prenait l'exemple là de la courge musquée longue de Nice. Nous avons ici dans notre collectif un maraîcher qui, depuis 35 ans, 40 ans, fait du maraîchage. Donc, à 40 ans, c'était plus normal, en bio surtout, de se faire ses propres semences. Et eux, sans avoir fait, comme tu disais, Bruno, d'études d'agronome ou de trucs assez particuliers, par leur bon sens paysan, mais avec un bon sens vraiment fondamental, celui de coévolution avec le végétal, ils ont fait de la sélection dessus en allant choisir, en mettant une certaine, on va dire qu'on appelle ça, avec un mot un peu bizarre, le pression de sélection, en ne laissant pas trop participer à la pollinisation ouverte des courges musquées, celles qui seraient petites, rachitiques ou très coureuses, la Cucurbita moscata, cette espèce des longues de Nice, peut être parfois très coureuse. Donc vous avez une plante qui fait du vert, elle court, mais elle fait des fleurs mâles, souvent non commercialisables, et de temps en temps une courgette femelle qui vous donne une courge, et donc vous avez des productions souvent faibles, ce qui font souvent choisir aux maraîchers d'acheter des hybrides F1 très productives. Sur d'autres espèces, sur la Pepo, en l'occurrence les courgettes non coureuses. Mais pour vendre de la courgette en longue de Nice, eux ont choisi, parmi tous les ans, ils plantent 1000 pieds de courge, ça reste normal pour leur marché. Mais en allant là, et ça répond aussi à la question ensuite de Vegetal Land au Maroc, qui nous dit c'est compliqué avec les courges. Il y a quand même un avantage, c'est que les courges, ça se pollinise à la main assez facilement, sans prendre des loupes et des pinceaux, juste en allant mettre avec 4 pinces à linge, 4 piquets, et en se levant un peu tôt le matin avant les abeilles. C'est réalisable et ce n'est vraiment pas le bout du monde. Eux, ils vont choisir d'année en année d'aller polliniser à la main les individus les plus intéressants. Et ils se sont rendus compte, au bout de déjà 5-10 ans, qu'ils avaient complètement transformé la langue de Nice, qui se mettait à produire 3, 4, 5 fois plus, en réduisant la distance, on dit l'entre-nœud entre deux courgettes, en prenant des plants qui faisaient moins de fleurs mâles et plus de fleurs femelles, jusqu'à obtenir des plants qui parfois ont des bizarreries génétiques de se retrouver à faire 2 ou 3 courgettes sur un nœud au lieu d'une. Et en allant polliniser celle-ci, en choisissant celle-ci comme pied mère, ils se sont retrouvés à stabiliser ces situations et maintenant, ils ont des souches
qui sont stables avec une autre couleur. Ils l'ont fait verte fluo parce que ça leur plaisait en tant que maraîcher, c'est le côté divertissant dont parlait Bruno, mais également des courges qui produisent à l'hectare, et on en a fait la vérification, ça plus scientifiquement, entre plusieurs souches de longue de Nice, des variétés qui produisent 5,6, selon les années, ça va dépendre, 6, 7, jusqu'à 7 fois plus de production à l'hectare. Nous, on est dans une région où le foncier est une question assez complexe. Ici, les gros maraîchers, ils ont 2 hectares, quoi, pour dire. Et ça devient quelque chose, un vrai enjeu, la production à l'hectare, pour essayer de vivre dignement de ce métier de maraîcher. Le jeu de la production, parfois, il fait un peu peur dans le monde agroécologique parce que c'est jouer le jeu du capital, mais parfois aussi, c'est juste une réalité de sortir un salaire à peine décent, et donc l'enjeu de la productivité de ces variétés. Dans ce cas de la longue de Nice de Ruggieri, on l'appelle parce que c'est son nom de famille, il arrive à avoir des variétés en semences paysannes plus productives que les souches multipliées par les semenciers. Donc ça, c'est des cas comme ça. On en a plein d'autres selon les espèces. Ça va vraiment... Il y a des espèces sur lesquelles c'est moins vrai, d'autres sur lesquelles c'est plus vrai. Parfois, on n'a pas encore les exemples d'espèces dans lesquelles les semences paysannes, attention, du moins dans la localité et du moins avec les savoir-faire qui vont avec cette souche-là, sont beaucoup plus intéressantes et parfois, donc, me fait dire, parfois, ce sont des idées reçues que les semences industrielles seraient plus productives que les semences paysannes. Voilà. Si on fait on dézoome et on regarde quelles sont toutes les semences qui sont produites par des gens dans leur champ et quelles sont les semences travaillées par les industriels, on pourrait faire une généralité inverse de dire bien souvent des semences industrielles produisent plus à l'hectare. Mais attention, il faut regarder avec quel intrant et surtout qu'il y a eu du boulot qui a été fait par les semenciers industriels où ils ont passé du temps à aller chercher les souches exceptionnelles chez les paysans à travers le monde et qui font un travail de maintien et de sélection sévère dessus pour maintenir et augmenter des niveaux de résistance aux maladies ou de production. Et si nous, on considère que pendant 50 ans, globalement, les paysans ont abandonné la multiplication des semences dans leurs champs, alors en effet, il y a un écart qui s'est creusé. Moi, ce que je viens cibler, parce qu'évidemment, on fait un lobbying pro-semences paysannes, c'est les cas concrets dans lesquels, oui, il est possible de dire ce sont des idées reçues, ça dépend s'il y a un travail de sélection. Si les paysans se remettent à faire leurs semences, à les adapter et à les travailler, alors oui, on peut renverser ce paradigme. D'accord. Et pour revenir sur un point que tu as mentionné, par exemple le travail de sélection que l'INRA a fait et qui a fait que pas mal de paysans ont peut-être abandonné ce travail-là dans leur champ. Il y a une question de Jeanne sur le lien entre les connaissances pratiques et théoriques ou scientifiques et le rôle de la science et de la recherche appliquée au développement des semences paysannes. Et si justement les ingénieurs agronomes ont une place dans la mise en place de ces semences-là, le travail qui est déjà fait. Bien évidemment, ils ont un intérêt. Le seul problème, c'est que bien souvent, tu es ingénieur agronome, il faut que tu t'insères dans le monde du travail. Du coup, qui c'est qui a des sous pour te payer quelle entreprise a du boulot à te donner avec un salaire que tu mérites avec les années d'études que tu t'es tapé? C'est ça la vraie question. Et ces entreprises-là, est-ce qu'elles ont un objectif de faire que les paysans soient autonomes sur leurs semences? Du coup, il y a quoi à vendre? Du coup, il y a un enjeu parfois sur le monde de la semence, je dis, pas le monde de la semence paysanne en l'occurrence, et qui peut porter un conflit d'intérêts. Parce que oui, les semenciers, à un moment, ils font un investissement en mettant des millions d'euros sur une variété. Et à un moment, il faut qu'ils trouvent les sous derrière pour payer l'investissement. C'est pour ça qu'on fait des certificats d'obtention végétale, des brevets et tout ça. Donc souvent, beaucoup de personnes qui s'insèrent dans ce monde du travail existant de l'industrie semencière se retrouvent parfois pris au piège et en distance avec leurs convictions politiques d'origine. En revanche, dans certaines petites bulles de résistance, nous arrivons à trouver des ingénieurs agronomes qui trouvent des financements. Alors souvent, c'est des financements soit publics, il y en a très peu, des européens, de fondations qui travaillent par exemple à l'ITAB, à l'Institut technique d'agriculture biologique, le GRAB, certains à l'INRA. À l'INRA, il existe aussi des sections et de plus en plus, parce que les nouveaux ingénieurs agronomes arrivant avec ces idées-là, arrivant à l'INRA, commencent à se dire est-ce qu'on est vraiment obligé que de travailler sur les OGM, et petit à petit, ils accèdent à des postes où ils arrivent à orienter des financements, parce que aussi à l'INRA, il faut qu'ils arrivent à financer leurs recherches, pour réussir à travailler dans ce qu'on appelle la sélection participative du point de vue de la recherche, de remettre dans les champs la sélection et avec le travail des paysans
Attention, sans utiliser les paysans comme des rats de laboratoire à leur service, il y a beaucoup de débats qui sont faits au sein du réseau Semences Paysannes pour comment faire de la vraie recherche participative au service des semences paysannes, où les ingénieurs agronomes, par leur connaissance, par le temps qu'ils ont dédié à la compréhension du végétal et au fonctionnement de leur multiplication et de leur évolution, rendent un service sociétal à créer des variétés qui rendent les paysans autonomes, les territoires avec plus de souveraineté alimentaire et avec plus de goût et de nutrition dans les assiettes. Oui, c'est possible. Il faut réussir à trouver les petites failles du système pour que ça devienne un travail rémunéré à plein temps dans lequel tu peux aussi y trouver une joie et un développement dans ton économie personnelle de le développer. Ça fait un gros chantier. Il y a d'autres questions dans le chat. Moi, j'en aurais une, si je peux me permettre, pour Bruno. C'est par rapport au comment encourager d'autres maraîchers à commencer d'utiliser les semences paysannes, parce que beaucoup essayent peut-être par un intérêt personnel, ils veulent expérimenter. Toi, dans ton entourage, les maraîchers avec qui tu travailles ou avec qui tu es en contact, est-ce que tu sens une envie de ces maraîchers d'essayer, mais peut-être il y a certains freins. Et toi, selon ton expérience, peut-être qu'est-ce qui pourrait faire qu'on les encourage ou quelles sont les barrières à essayer de lever pour que plus de maraîchers travaillent, euh, peut-être produisent leurs propres semences, mais en tout cas, essayent de commencer déjà à travailler avec des semences paysannes dans leur ferme. Je pense que le contexte est très différent d'un département à un autre, par exemple. Moi, je suis dans un département où il n'y a pas une filière maraîchage très organisée. Donc, on est peu piloté par les organismes professionnels agricoles et on n'a pas de conseillers. Donc, du coup, le fait d'être livré à soi-même, il y a peut-être moins de craintes ou moins de verrous. Et en tout cas, les collègues avec lesquels je discute, il n'y a pas d'a priori. En fait, les verrous qu'ils vont rencontrer, ça va être le temps de faire les choses, parce qu'ils font plein de choses. Ils essayent de s'en sortir, de dégager un salaire décent. Donc là, leur proposer de rajouter quelque chose en plus, ça peut être ça le frein, c'est d'avoir peur de mal faire, d'autant plus si on essaye de le faire pour plusieurs, pour autrui, quand on fait les choses à plusieurs, comme dans une maison des semences. Donc c'est un peu là-dessus qu'il faut arriver à détendre les gens, leur dire bon ben on se lance, on essaye, et puis si on rate, on a le droit à l'erreur. En tout cas, dans mon département, le contexte est un peu comme ça. Je connaissais le département d'à côté de la Loire où il y a du maraîchage, on va dire semi-industriel, ou enfin du maraîchage plus gros, il y a une dizaine d'années, où là il y avait vraiment les craintes qui étaient liées à ce qui a été dit, à la peur de rendement qui soit pas satisfaisant, que les plantes soient sensibles aux maladies, etc. Ça a changé. Je vois les mêmes maraîchers venir s'intéresser maintenant. Donc il y a peut-être en 2021, les choses ne sont pas pareilles qu'en 2011, quoi. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, tout à fait. D'accord. Merci bien. Une autre question qui est arrivée de la part de Clément, qui se demande comment éliminer les risques de contamination sanitaire et de risquer de disséminer certains pathogènes par les échanges en fait du plan à la graine. Est-ce qu'il y a certaines procédures, Maxime, que peut-être vous avez mis en place pour justement éviter le passage de pathogènes? Si Bruno, toi aussi, comment à votre échelle vous traitez la question. Nous, la question, au début, si tu veux, on ne se la pose pas vraiment. C'est vrai que ces derniers temps, c'est un sujet, donc on parle beaucoup de notre maison de semences, notamment parce que le contexte sanitaire sur la Covid se retrouve dans le monde des semences, avec notamment les nouvelles législations de plus en plus sur le transfert donc, de semences et donc le risque de contamination avec ce qu'on appelle les passeports phytosanitaires. Okay, c'est des réalités de changement de législation qui vont dans le contexte actuel. Déjà, d'une part, je pense que c'est la vision des maladies dans le monde agroécologique qui est déjà aussi à revisiter, parce qu'on a été habitué à considérer en agriculture les pathogènes, les maladies, les nuisibles, avec une certaine vision
si je caricature, pasteurienne, avec le côté il faut désinfecter et il faut supprimer tous ces pathogènes. Et on se retrouve souvent avec les mêmes problèmes qu'on a dans les hôpitaux que dans les champs, avec lorsqu'on désinfecte, on se retrouve avec les plus résistants de ces individus qui se développent et des problèmes de maladies où souvent la maladie devient toujours plus forte que le traitement qu'on lui mettait en face la saison d'avant. Et donc, déjà, c'est la vision de la maladie en général qu'on essaie de faire évoluer dans notre vision de ce commun des semences paysannes, en se disant que dans nos modèles agroécologiques, nous voulons considérer les maladies comme un enjeu qu'il faut régler, mais plus que par l'élimination drastique, par la diversité. Et en travaillant avec des sols qui sont vivants, diversifiés, des champs qui sont diversifiés avec des cultures qui changent très rapidement de parcelles, des rotations de cultures qui sont très bien faites avec des systèmes d'assolement, de rotation de temps. On ne revient pas avec la même espèce sensible à la même maladie trop régulièrement. Toutes ces pratiques agroécologiques comme étant une des vertus premières à mettre en avant pour continuer à vivre avec ces maladies. Parce qu'elles y sont, elles y seront toujours, et c'est plutôt comment faire bénéficier les maladies, les bactéries, les champignons qui sont bénéfiques pour nos cultures, pour qu'elles puissent occuper l'espace au détriment des pathogènes nuisibles pour nos maladies. Déjà, ça c'est la première réflexion globale, et on fait tout ce travail aussi avec le réseau Semences Paysannes de voir la maladie de façon différente, plus comme étant un résultat d'un déséquilibre, plutôt qu'un problème fondamental en soi. Okay. Cela dit, il y a des cas où on est d'accord, lorsqu'on continue à vouloir faire des énormes serres, même chez moi ou chez des collègues, que de tomates, parce qu'on continue à être pris parfois au piège de ces modèles économiques, alors oui, on a quand même des problèmes de maladie et parfois, dans certains cas, celles-ci peuvent se retrouver dans les semences et dans les plants. Et lorsqu'on fait des transferts aux collègues, on peut faire voyager ces maladies. Et c'est un vrai enjeu que l'on prend au sérieux. Aujourd'hui, on le prend au sérieux, mais on passe d'abord par le bon sens. C'est que tant qu'on fait de la petite quantité, bien souvent, le fait de récupérer des semences sur des individus qui sont sains évite d'avoir ces graines qui sont malades. Parfois, on peut choisir de récupérer des semences sur des individus qui sont malades et qui ont résisté à la maladie, mais auquel cas, dans notre protocole d'échange de semences, déjà, pour la confiance, c'est la transparence. C'est que si je donne des semences à Bruno de tomates de chez moi et j'ai choisi de garder des tomates qui ont chopé le mildiou, mais celles-ci, elles y avaient plus résisté que les autres, alors je me dois de le lui dire et lui de les prendre que s'il a bien conscience que ces maladies peuvent être présentes. Le deuxième point, c'est la connaissance. C'est un monde un peu chiant et vaste d'aller comprendre ces maladies. Il y a certaines maladies qui ne se transmettent pas par la graine. Okay. Il y a des mildious qui se transmettent par la graine et d'autres non, parce qu'il existe plein de sortes de mildious. Okay. Et donc déjà, d'aller connaître ces maladies permet de se dire que ce n'est pas la graine qui va le transporter, donc ce n'est pas la peine de toutes vouloir les traiter. Maintenant, dans un monde qui se réduit de plus en plus de semences qui pourraient transmettre une maladie, alors nous pourrions arriver à ce qu'on appelle du traitement des semences. Et là, en agriculture, déjà, pour ceux qui sont labellisés bio, il y a des contraintes juste réglementaires du cahier des charges. Et donc, on ne peut pas utiliser de produits chimiques comme c'est fait dans l'industrie. Et donc, ce qu'on appelle la thermothérapie, c'est le traitement par la chaleur. Et donc là, il existe des bouquins qui sont là-dessus, qui permettent de se dire que prendre une grosse casserole d'eau, parce qu'il faut être précis, monter à la bonne température, pour être sûr que cette température soit stable. Et quand elle est stable, on sait, on a des temps. C'est la graine de courge pour éviter que le fantomas machin puisse se transmettre. Alors, je sais que j'ai 7 minutes à tant de degrés à mettre à l'intérieur. Après, je les refais bien sécher et je sais que j'ai éliminé théoriquement 90, 97, 99% de cette bactérie, de ce champignon-là. Voilà. Et donc ça, c'est une des méthodes qu'on souhaite nous mettre en place. Aujourd'hui, concrètement, on ne le met pas encore en place, mais on sait que si on devait avoir des problèmes de maladie, comme celui de la graisse du haricot, qui est assez commune et qui peut poser des gros dommages, alors ce sont des solutions qui sont accessibles à nos pratiques, se réapproprier en tant que paysan, parfois la responsabilité lors de l'échange de faire attention au transfert de ces maladies par ces méthodologies-là.
D'accord, super. Et ça répond un peu aussi à la deuxième question, Clément, qui avait un exemple avec une mauve qui avait pris la rouille et il voulait savoir si de récupérer les graines en fait, sur le pied voisin, il craignait de peut-être de transmettre à ses amis et puis pour sa parcelle l'année prochaine. Euh, et par exemple, toi, Bruno, je sais que je crois que tu cultives presque une centaine de variétés de tomates, donc tu dois rencontrer des problèmes de rouille forcément. Et quelle méthode tu utilises dans ta gestion des semences sur des pieds malades ou sur les pieds sains, et puis la conservation des semences, et quand tu les échanges aussi, parce que tu participes aussi à des trocs de semences. Alors sur tomate, là où la maladie cryptogamique à laquelle on serait confronté souvent, c'est plus le mildiou. Donc moi je fais le choix j'ai un tiers de mes tomates qui sont cultivées en extérieur et 2 tiers sous serre. Mes variétés de tomates que je cultive en extérieur, et ben, je vais avoir un peu l'approche dont parlait Maxime, de voir les plants qui se comportent le mieux par rapport à la pression mildiou, et pour avoir d'une année sur l'autre mais je le fais que pour moi, pour usage de ma ferme, quoi. Et une autre maladie qui peut être problématique sur tomate, c'est le virus de la mosaïque du tabac qui est transmissible à la tomate. Donc là, on a une approche plus préventive. On évite d'avoir... il y a, parmi les gens avec lesquels je travaille, il y a des gens qui sont fumeurs, ou on peut avoir des copains qui viennent nous filer la main, qui sont fumeurs. Donc là, on essaye d'être un peu strict et de bien faire se laver les mains à tout le monde avant de faire quoi que ce soit qui a à voir avec du matériel de pépinière, de manipuler du terreau, de manipuler des plants, pour éviter d'avoir après à se préoccuper de ce problème-là. Donc jusqu'à présent, ça passe à peu près. J'essaye d'avoir un œil sur les plants, et puis si je vois des plants qui ont l'air d'avoir des symptômes de mosaïque, je les arrache et je les mets dans un sac, et ça suffit à circonscrire le problème le plus tôt possible. Voilà. Et après, donc ce que j'ai pu constater, moi, c'est ça peut-être une illustration de ce qui était dit, c'est qu'on a j'ai plutôt des meilleurs résultats sanitaires sur des plantes, des graines que je reproduis depuis un certain nombre d'années, par exemple sur la fonte des semis, parce que forcément des plantes qui sont cultivées tous les ans dans la même pression parasitaire ou cryptogamique sur la même ferme, ceux qui sont pas morts de la fonte des semis chez moi, c'est qu'ils sont adaptés à la flore pathogène de mon terreau et aux pratiques que j'ai de semis ou de repiquage en février en Haute-Loire, alors qu'il fait -10 dehors et que les conditions sont pas du tout favorables, enfin elles sont propices au développement de la fonte des semis. Je vois plutôt des choses comme ça, moi, que vraiment des problèmes qui sont liés à mes pratiques. Et après, donc du coup, par rapport aux maladies, ben, il faut être conscient que il y a un certain nombre des résistances aux maladies des variétés industrielles qui ont été obtenues en transgressant un petit peu les limites de ce qu'on peut faire naturellement. Et donc, donc, par exemple, tout le panel de laitues qui sont résistantes à 24 souches de Brémia, c'est pas de la sélection qui a été faite de manière conventionnelle. On a fait des mariages forcés entre de la laitue et des plantes qui n'étaient pas interfécondes avec la laitue. Et donc, on a fait ce qu'on appelle de l'introgression. On a fait revenir des gènes de résistance. Mais donc, du coup, quand on travaille avec des variétés populations anciennes ou qui n'ont pas été bricolées comme ça, on s'expose à du Brémia ou du Sclérotinia sur les laitue. Donc, il faut faire de belles rotations. Ça nous pousse à faire de l'agroécologie, en fait, d'être performant, d'avoir des sols vivants. Si on ne veut pas avoir d'alternarios sur tomates, il faut qu'il y ait une flore microbienne dans le sol qui soit le plus diversifié possible. Il faut faire des apports de fumier, de compost, sous peine d'avoir effectivement ce genre de pathogènes qui profitent d'une niche écologique dans un écosystème de sol appauvri. Je voulais rajouter qu'il faut faire attention, c'est que notre système existant est sûrement nécessaire dans le monde des semences industrielles pour faire attention aux maladies. Il faut voir le contexte dans lequel sont faites les semences industrielles, où bien souvent,
une fois qu'on est dans l'année de production, tout est bon pour la semence. Et donc, quand vous avez un hectare de carottes, de graines de carottes qui est dédié à faire de la production de semences, bien souvent, il n'y a personne qui va éliminer, choisir les plants en détail là-dedans, l'année de production. Et donc, bien souvent, il peut y avoir des maladies qui s'installent et qui sont dans les lots de graines et qui se transfèrent. Alors que les réalités des semences paysannes, bien souvent, sont faites à des petites échelles et à des échelles que je dirais humaines, où c'est surtout dans le monde des potagères, hein, attention, c'est moins vrai dans les céréales, mais où il n'y a souvent pas l'interface de la machine qui nous empêche d'avoir le bon sens de là où on a récupéré les graines et donc de savoir ce que l'on va transmettre à ses collègues. Et donc, c'est ces changements d'échelle. Alors, bien sûr, les lois, elles sont faites pareil pour tout le monde et c'est bien souvent un enjeu qu'on essaye de défendre, c'est que dans le monde des semences paysannes, on ne peut pas avoir le même système de gestion des pathogènes et des exigences réglementaires. Il nous faut des cadres réglementaires à part qui correspondent à l'approche humaine du bon sens paysan qui doit toujours pouvoir prévaloir sur des lois qui seraient faites pour des modèles agro-industriels dans lesquels il y en a besoin. Ici, à notre échelle, nous souhaitons avoir d'autres espaces. Très bien. Il y avait une question de Stéphane, Stéphane que je connais, qui fait partie de la Maison des semences paysannes en Haute-Loire, Grenaille, qui demandait à Maxime concernant la prospection de variétés locales, comment vous faites pour concrètement faire le lien sur le territoire entre les jardiniers amateurs ou pour retrouver ces variétés. Et tu lui as mis un lien vers un document qui, je pense, est dans la bibliothèque de documents de la Maison des semences Maralpine, si tu veux en parler. Je vais vous partager dans le chat une base de données qu'on a sur toutes les publications, les articles de journaux, les livres qui sont en ligne, les recherches qui sont faites, classées espèce par espèce. Je vais vous montrer aussi directement à quoi ça ressemble. Voilà, et donc c'est toute une bibliothèque de semences et à partir de ça, vous avez espèce par espèce, plein de choses qui sont publiées qui vous permettent de savoir dans le cadre du maïs qu'est-ce qui a été publié par des gros semenciers comme par l'ITAB, comme par des trucs aux États-Unis, un peu partout dans le monde, qui vous parlent de comment faire de la semence de maïs, mais également tout ce qui va toucher des documents de référence avec des livres sur des techniques de conservation, les stockages, les enjeux aux maladies, les traitements de semences, par exemple, là-dedans, il y aura des réponses à vos questions. Et là, tu me posais sur la prospection et collecte. Et à l'intérieur, il y a un livre qui est très intéressant, qui a été Marchenet, qu'il a publié ici en région PACA, sur justement toute l'approche sociologique de comment aller retrouver ces variétés-là avec des approches rigoureuses, surtout à une époque où il nourrissait beaucoup les banques de semences, notamment de l'INRA, et donc de tout ce qu'il fallait bien penser à demander pour être sûr qu'on retrouve, tu arrives chez toi et tu ne te dis pas j'ai ma semence, mais c'est vrai que je n'ai pas demandé, eux, c'était pour faire quelle recette? Et en fait, quand je la cultive, elle n'est pas bonne. Mais en fait, c'était juste que moi, je la mange au four, ma courge, alors que dans ce village, c'est que pour faire de la tourte qui est transformée de cette façon-là. Voilà, c'est tous ces savoirs, ce patrimoine-là et ce livre-là qui peut être intéressant. Mais pour te répondre plus concrètement, il n'y a pas besoin, aller faire ce travail-là, c'est aller parler avec des humains, quoi. C'est aller dans les endroits reculés et puis, je vais faire chez nous, ça se passe beaucoup au bar. Tu vas dans un bar, tu bois un café, tu payes une tournée de pastis, tu discutes avec ceux qui ont l'air le plus vieux, les plus vieilles de la pièce. Et tu leur demandes les variétés localement, ici, qu'est-ce qu'il y a historiquement, qui c'est qui en cultive encore. Et c'est souvent cet accès-là pour vraiment les variétés les plus anciennes, où il n'y a plus de maraîchers. Quand il y a des maraîchers, souvent, comme disait Bruno, tu es maraîcher, tu es sur la place du marché, tu es en contact avec beaucoup d'anciens qui viennent et tu es souvent le référent agricole. Et donc, soit on te les a transmis, soit on t'a parlé de la variété de haricots, du papé du coin. Et donc, c'est souvent ça des portes d'entrée pour savoir où aller chercher ces variétés-là. Parfois, il y a des territoires. J'ai des amis dans la Beauce, quand tu essaies d'aller rechercher des variétés anciennes du territoire, c'est chaud, quoi. Il n'y a plus personne à qui demander, d'une part, et il n'y a plus de variétés, quoi. Donc, parfois, il y a des territoires où c'est vraiment complexe. Et là, c'est plutôt les conservatoires, ou le boulot qui a été fait il y a 50 ans, 70 ans, où là, tu peux encore retrouver. Et parfois, il suffit d'aller dans le conservatoire ton département, de l'INRA, selon l'espèce que tu cherches. Il y en a à Lyon, ils sont en Russie,
parce que c'est à Saint-Pétersbourg, dans le centre Vavilov, où il y a 100 ans, ils étaient venus à Lyon, ils avaient récupéré les variétés lyonnaises. Et donc maintenant, ils retrouvent les variétés lyonnaises qui n'existaient plus que conservées dans ce conservatoire en Russie. Donc voilà, il y a toutes les échelles. Bon, déjà, commencer par aller voir les variétés qu'il y a à côté de chez toi, de tes voisins, des gens autour de chez toi. Si ce n'est pas toi qui le fais, il n'y aura personne d'autre. Du coup, la priorité, elle est déjà là. Et après, si tu ne trouves rien, d'aller à des échelles un peu plus hautes, un peu plus loin du monde paysan pour aller parfois retrouver des souches. Super. Et je pense que ça répond aussi à une question de Sia Abdelkader, qui est débutant en agroécologie et qui voulait avoir un peu un soutien avec les semences, par exemple, pour commencer, pour la production de ses propres semences. Et donc, c'est un peu ça. C'est aussi peut-être essayer de trouver, de rencontrer les gens autour de lui qui peuvent avoir des semences et puis qui pourraient lui partager et commencer à cette échelle-là parce que non seulement il obtiendra des semences, mais il y a aussi le lien qui est créé et qui peut être, qui est forcément très utile et à la base de la culture avec les semences paysannes. Et puis, bien sûr, l'accès à la bibliothèque de documents dont tu as parlé, Maxime, aussi, qui peut lui donner déjà une bonne base pour trouver des conseils autant pratiques que théoriques sur l'agroécologie et les semences, je pense. Vous pouvez prendre le lien, c'est dans le chat, vous pouvez faire un copier-coller et comme ça, vous pouvez l'avoir à consulter sans modération. Ok, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions pour le moment dans le chat. Si vous en avez, n'hésitez pas. Peut-être pour conclure, Maxime, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, il y a une question de Clément sur les documents qui recensent des maladies qui se transmettent aux graines et qui ne se transmettent pas. Alors, dans la base de données que je viens de t'envoyer, tu as une partie notamment maladies avec un document généré il y a déjà quelques années par l'ITAB dans lequel tu as une partie des réponses. Okay. Sinon, après, c'est plutôt aller rechercher maladie par maladie où tu pourras avoir des informations et te rendre compte de ce merveilleux monde de toutes les saloperies qui peuvent arriver à une tomate. Ils en font des manuels de 300 pages épais comme ça. Passionnant, hein, je t'assure. Le vaste monde des semences et des misères qu'on leur fait parfois. Moi, j'aurais peut-être une question du côté qui porte plus sur le côté des consommateurs, parce que je pense qu'il y a aussi peut-être un travail d'éducation là, et puis c'est peut-être une autre barrière. C'est comment encourager aussi les consommateurs à se lancer, justement à consommer, à acheter des variétés, des légumes issus de variétés paysannes avec lesquelles peut-être ils ne sont pas du tout familiers. Euh, je pense que autant Bruno que Maxime, vous avez aussi beaucoup l'occasion d'échanger peut-être sur les marchés, des choses comme ça. Quelles sont peut-être vos expériences là-dessus et peut-être les questions qui reviennent le plus souvent et les conseils qu'on peut donner peut-être aussi pour faciliter cet aspect-là qui est le bout de la chaîne, disons, parce que le but de la cultivation, c'est aussi de s'alimenter, forcément. Donc, cet aspect-là est aussi très important pour aider les maraîchers, les paysans, pour les encourager aussi à utiliser ces semences. Vas-y Bruno, je te laisse. Moi, l'impression que j'ai, c'est que globalement, les gens, ils sont mûrs en fait pour aborder ces questions quoi, à l'heure actuelle. Et il y a 10 ans, quand j'ai commencé à faire les marchés, j'ai mis un peu le pied dans la porte avec les tomates. J'ai amené plein de tomates de plein de sortes différentes, toutes les couleurs, toutes les formes, mais qui étaient bonnes à manger comme ça. Et en fait, après, c'est une relation de confiance. Les gens, une fois qu'ils ont compris qu'ils peuvent, que c'est pas pareil que ce qu'ils voient d'habitude, mais que c'est bon, qu'ils peuvent le manger. Après, ils font confiance sur un autre truc, sur des laitues qui n'ont pas le même aspect que d'habitude, qui des feuilles de chêne italiennes, ça boule pas comme d'habitude, mais c'est bon. Donc du coup, on fait qu'on continue à faire confiance. Et puis du coup, le but, c'est de pas décevoir et de continuer dans cette lancée-là. Mais en tout cas, quand on commence à discuter de ça, ils sont plutôt bienveillants ou intéressés. On n'a pas on n'a pas de réaction de rejet ou de choses comme ça, quoi. Qu'on aurait peut-être eu il y a 40 ans, quoi. Je pense que nos prédécesseurs, la génération d'avant de maraîchers, ils ont quand même dû un peu... voilà, c'était pas gagné, quoi, par rapport à ce sujet-là. Nous, cet accès-là,
On a parfois des cas comme ça où c'est de la vente directe et donc tu as le contact direct avec tes consommateurs, Bruno, du coup, la relation de confiance peut se tisser. Donc nous, beaucoup de nos maraîchers de notre réseau font de la vente directe et on se privilège là. Dans l'objectif plus politique de la Maison des Semences, pour aborder ce sujet-là, on a choisi de prendre l'aspect goût comme étant la porte d'entrée, comme étant parfois pour ceux qui ne mettent jamais le pied à un marché, qui ne vont qu'au supermarché et qui n'ont pas cette occasion d'aller changer ce regard sur la semence, sur la diversité, sur les nouveaux légumes, se mettre, commencer à s'initier à ces pratiques alimentaires. Et donc, par le goût, c'est pour ça qu'on a choisi de travailler avec un réseau de chefs cuisiniers. Parce que nous, notamment, on a un des piliers de la maison de semences, c'est un restaurant qui est aussi une épicerie où on vend nos légumes. Et donc, on sait que parfois, il y a une nouvelle variété qui vient, même parfois un nouveau légume, un truc qu'on n'a pas l'habitude de manger au quotidien, parce qu'on parle même d'une autre espèce. Ce n'est pas une autre variété de tomate avec une autre couleur. C'est quand même une espèce que les gens ne connaissent pas, quoi. Des racines de chicorée, les gens ils ne mangent pas ça, quoi, au quotidien. Mais de là, ils peuvent le voir dans l'étal et dire ça a l'air intéressant, c'est quoi? T'en parles, super. Et ils achètent une carotte normale orange à côté, tu vois. Par contre, si d'un coup tu leur sers un menu qui s'appelle légumes d'automne sur son champ de verdure. Et là, ils commencent à manger, ils vont goûter. Et là, par le goût, on a une vraie porte d'entrée d'émerveillement. Ils font ce que j'ai mangé là, c'était délicieux. Où est-ce que je peux le trouver? Comment est-ce que ça se cuisine? Et donc, il y a cet accompagnement par les chefs cuisiniers, la restauration, comme étant un des leviers de changement sur ces pratiques-là. Ok, merci. Bon, je pense qu'on arrive vers la fin du webinaire. Je ne sais pas si, bon, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire maintenant. Sinon, Bruno, Maxime, est-ce que vous avez un mot de la fin? Bon, c'est un sujet qui est... on n'a pas fait tout le sujet forcément ce soir. Euh, et je pense que peut-être il y aura d'autres webinaires, d'autres échanges forcément aussi en présentiel, disons, en face à face plutôt que sur Internet. Mais est-ce que vous voulez peut-être conclure avec un mot? C'est une question que j'étais surpris qu'elle n'ait pas été posée aujourd'hui, parce que c'est rare, d'habitude les gens la posent toujours, contre parfois ma propre volonté, mais c'est la question de la législation. C'est vrai que c'est sur mon idée, je suis très informé, mais je vais vous partager un autre outil sur la législation qui permet de savoir dans quel cas est-ce que nous pouvons faire vivre les semences paysannes, que ce soit entre amateurs où il n'y a aucun problème, ou entre professionnels. Il existe des cadres légaux qui permettent d'échanger, de vendre des semences non inscrites au catalogue officiel avec des trous législatifs qu'il suffit de connaître et d'utiliser. Donc si dans vos réseaux, si vous-même la question législative est un frein, si parfois vous pensez que parce que c'est interdit, du coup c'est cool, du coup ça vous motive, tant mieux, mais en réalité on peut faire bien ce qu'on veut, il suffit de connaître dans quel cadre et savoir comment se protéger en cas de contrôle, de savoir comment réagir, sur quoi s'appuie votre légitimité d'un point de vue juridique actuel de le faire. Et avec le mot de la fin, moi qui serait que quand bien même cela serait interdit, quand bien même la loi te dirait que je ne peux pas donner à Bruno des semences d'une variété exceptionnelle, ce serait tout de même notre devoir de citoyen de le faire, de continuer à faire vivre les semences paysannes et de ne pas s'arrêter à ce qui est interdit, mais aller vers ce qui fait partie en tant que civilisation de nos droits fondamentaux, faire vivre les semences paysannes, les échanger, les faire circuler. Planter des graines. Parfait. Beau programme. Bruno, peut-être tu veux rajouter quelque chose? Oui, si j'ai qu'une chose à dire à des collègues ou futurs collègues ou jardiniers, c'est allez-y, quoi. Faut pas trop se poser de questions et faut démarrer petit pour si on veut pas, si on a un petit peu peur, mais voilà, vous allez vous prendre au jeu, c'est sûr, hein, et puis vous allez vous faire plaisir. Exactement. Je crois que c'est l'expérience de tout le monde qui a commencé de planter une graine et puis qui en a récolté au bout du cycle. C'est qu'on met le doigt dans un engrenage et on ouvre la porte sur un monde qui est vraiment fascinant et sans fin, en fait. Et plein de surprises et plein de bonheur et de découvertes. Ok, donc merci à tout le monde, à tous les participants qui étaient là ce soir. Merci à Bruno et à Maxime pour leur partage d'expérience.
Merci à Agroécologie Europe pour avoir fait la publicité autour de ce webinaire et aussi avoir organisé tout le côté logistique et technique derrière. Agroécologie Europe organise un forum de l'agroécologie. Ce sera leur troisième forum de l'agroécologie. C'est organisé tous les 2 ans. Et cette année, il aura lieu les 17, 18 et 19 novembre, en partie à Barcelone et en partie en ligne. Vous pouvez vous inscrire au forum et aussi rejoindre l'association si vous allez soit sur Facebook, soit sur leur site internet. Elena vient de mettre le lien sur le chat, agroécologie-europe.org. Et voilà donc pour les infos. Et donc, ouais, les inscriptions sont ouvertes. Donc, encore une fois, merci à tous et toutes. Et puis, bonne continuation. Et peut-être au plaisir de vous revoir autour d'une table ou d'un forum ou d'un jardin pour parler semences et échanger semences. Au revoir. Agroécologie à Agroécologie Europe. Et n'oubliez pas, l'oignon fait la force.